Donc déjà, je voulais remercier le comité scientifique de l'Institut Carnot de me donner l'opportunité de vous présenter ce topo. Donc je vais essayer de vous convaincre que notre microbiote intestinal, dont Joël a brillamment parlé tout à l'heure, peut être considéré comme une source de probiotiques de nouvelle génération pour la santé humaine et animale. Donc le rôle du microbiote intestinal en santé humaine, je ne vais pas revenir dessus. On sait qu'effectivement, il joue des rôles dans plusieurs maladies, donc les MICI, IBS, cancer colorectal, NASH, diabète et autisme, comme l'a souligné Joël tout à l'heure. Et la question à laquelle, excusez-moi, à laquelle je vais essayer de répondre maintenant, c'est est-ce que ça peut également être une source de probiotiques de nouvelle génération? Donc, tout est basé sur un concept qui est extrêmement important aujourd'hui en santé humaine. En fait, c'est le concept de l'équilibre. Et donc, effectivement, là, sur la slide, ce que je vous ai représenté ici, c'est l'homéostasie entre l'hôte et le microbiote, qu'on appelle aussi eubiose et normobiose, qu'on peut retrouver chez des personnes saines. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans de nombreuses pathologies, en fait, on a rupture de cette homéostasie et on est face à une situation qu'on appelle dysbiose avec une prolifération de pathobiontes versus les symbiontes. Alors là, ici, je vous ai listé un certain nombre de maladies humaines dans lesquelles on a observé une dysbiose du microbiote intestinal. Et ce qu'il faut savoir, donc aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler des maladies inflammatoires chroniques intestinales, à savoir la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de cette dysbiose, on observe deux constantes au niveau santé, une baisse de la diversité bactérienne et une disparition de bactéries commensales bénéfiques comme Faecalibacterium prosnitzi, dont je vais parler aujourd'hui, ou encore Akkermansia. Et on a également une perméabilité intestinale accrue et une inflammation de bas grade. Donc, ce dont il faut avoir conscience aujourd'hui, c'est qu'on peut distinguer d'une part des probiotiques traditionnels, donc qui ont une longue histoire d'utilisation sans problème chez l'homme. Donc en fait, ça va être des bactéries ou des levures qui sont listées sur les listes QPS et grasses et qu'on retrouve soit dans des aliments fonctionnels, soit dans des compléments alimentaires. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les probiotiques de nouvelle génération, ça va être essentiellement des bactéries isolées du microbiote intestinal, donc qui n'ont pas d'histoire d'innocuité hygiénique derrière eux et qui vont aujourd'hui être utilisées soit en novel food, soit en médicaments. Donc, par rapport à la stratégie que vous a présentée tout à l'heure Gwenaël, en fait, la stratégie de gauche, c'est une stratégie classique d'identification de probiotiques. Donc, on va partir d'un panel, on va tester ces bactéries dans différents modèles cellulaires et animaux et on va retrouver 1 à 3 nouvelles souches. Ce qu'on a introduit avec notre concept, c'est plus une stratégie qui est basée sur la dysbiose. On met en évidence une dysbiose, on compare les microbiotes de sains et de patients, on identifie un candidat qu'on valide ensuite en modèles cellulaires et animaux. Donc c'est ce qu'on a fait avec Faecalibacterium prosnitzi, donc qui est un Bacille gram plus, qui est une des bactéries les plus abondantes et les plus ubiquitaires de notre microbiote intestinal. C'est un gros producteur de butyrate qui est extrêmement sensible à l'oxygène. Et donc, en fait, on l'a découvert suite à l'observation chez 20 malades de Crohn iléal actifs nécessitant une chirurgie iléosécale. On a pu distinguer deux groupes, un groupe qui avait une population normale et un groupe qui manquait d'EFPRO. Et ce dont on s'est aperçu 6 mois après l'opération, c'est que le groupe qui était en rémission était celui qui possédait la bonne population d'EFPRO. Donc, on a publié ces travaux en 2008, et comme vous pouvez le voir, en l'espace de 10 ans, ce papier a été déjà cité 1300 fois parce qu'on peut considérer que c'est une sorte de papier concept. Et en fait, tous les gens maintenant qui font de la comparaison de microbiotes pour identifier soit des good guys, soit des bad guys, nous citent. Et donc, on peut aussi considérer qu'EFPRO est une sorte de modèle de probiotique de nouvelle génération. Et donc, depuis notre découverte, en fait, il a également été découvert que EFPRO manquait également chez des patients atteints de cancer colorectal ou encore de syndrome de l'intestin irritable, et on peut considérer que c'est un censeur de bonne santé intestinale. Donc on a beaucoup avancé au niveau de ces modes d'action, comme vous pouvez le voir ici. On a notamment identifié une protéine candidate impliquée dans les effets anti-inflammatoires et également mis en évidence que EFPRO était capable de produire de l'acide salicylique
qui est déjà utilisé sous forme anti-inflammatoire ou antinociceptif chez l'homme. Donc les applications chez l'homme d'EFPRO, on peut utiliser des prébiotiques comme l'a exposé tout à l'heure Claire, et ou des probiotiques pour augmenter EFPRO. On peut également utiliser EFPRO comme médicament ou complément alimentaire, et on peut également utiliser des produits sécrétés d'EFPRO comme la protéine dont je viens de vous parler. Donc EFPRO chez l'homme, où on en est? On a évalué les effets d'EFPRO sur les douleurs abdominales et la perméabilité intestinale. On sait produire EFPRO sous forme d'un lyophilisat actif. On a déterminé son mode d'action et on a également montré son absence de toxicité. Donc on peut considérer aujourd'hui que le probiotique de nouvelle génération EFPRO pourra être testé dans un délai de 18 à 24 mois chez des patients Mickey dans le cadre d'une start-up que nous avons créée avec Harry Sokol et Patrick Gervais en novembre 2016 et qui s'appelle Next Biotics. Donc le deuxième exemple que je voulais vous montrer, ça c'est des travaux qui ont été menés dans mon laboratoire, notamment dans le groupe d'Harry Sokol, en collaboration avec Ramnik Ravière à Harvard. Et donc en fait on est parti du principe que les souris qui étaient inactivées dans un gène de susceptibilité de la maladie de Crohn, on a cherché à voir quel était leur comportement dans des modèles de colite. Et on s'est aperçu en fait que ces souris inactivées dans le gène CARD9 en fait avaient une susceptibilité augmentée à la colite. Donc on a cherché à savoir comment un seul gène inactivé pouvait avoir de tels effets. Donc on a regardé effectivement la composition, la susceptibilité, donc ça c'est le gène CARD9 qui fait partie des gènes de susceptibilité des Mickey. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que les souris CARD9-KO, elles étaient plus sensibles à la colite induite au DSS. Et on a pu voir notamment que dans ces souris, on avait une down-régulation de l'IL-22, qui est une cytokine qui est particulièrement importante pour cicatriser les lésions lors d'une inflammation. Et donc, on a pu également voir que le microbiote des souris CARD9-KO avait des effets pro-inflammatoires en le transférant, comme a fait Claire, dans des souris germ-free, en comparant donc le microbiote de souris conventionnel et le microbiote de souris CARD9. On voit donc que là, on a une perte de poids bien plus importante chez les souris CARD9-KO. Après, on s'est aperçu qu'en fait, on avait une dysbiose donc, chez ces souris, et on s'est aperçu également qu'on avait un défaut de métabolisme du tryptophane. Et donc, à ce moment-là, on a fait le lien avec la down-régulation de l'IL-22, et on sait qu'en fait, l'IL-22 et la sécrétion de l'IL-22 est sous la dépendance en fait d'un récepteur qui s'appelle AHR, qui est stimulé en fait par des produits du métabolisme du tryptophane. Donc on s'est dit, si métabolisme du tryptophane déficient, moins d'IL-22, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de stimuler le métabolisme du tryptophane chez ces souris? Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc en fait on a isolé des lactobacilles dans le microbiote intestinal de souris. On a isolé des lactobacilles qui étaient susceptibles de métaboliser le tryptophane et de rétablir un bon métabolisme du tryptophane chez ces souris CARD9. Et donc, on peut voir que les lactobacilles producteurs d'agonistes AHR protègent les souris CARD9, comme vous pouvez le voir ici sur la courbe verte. Donc, on a à nouveau on voit disparaître la perte de poids qu'on voit chez les souris CARD9-KO. Donc, cette observation qu'on a faite chez la souris, on est allé voir chez l'homme est-ce qu'on avait les mêmes dysbioses et le même manque d'activité AHR. C'est ce qu'on a pu observer chez l'homme. Et on l'a observé encore mieux de façon plus significative chez des patients IBD qui étaient inactivés au niveau du gène CARD9. On voit bien qu'on a une baisse ici. Donc chez les patients IBD inactivés au niveau du gène CARD9, on voit bien qu'on a une baisse de l'activité AHR. Donc les perspectives de ces travaux en termes de probiotiques de nouvelle génération, c'est qu'on va continuer la caractérisation de ces Next Generation Probiotics et de leur mode d'action. On va évaluer les effets de combinaison, par exemple, entre EFPRO et des lactobacilles producteurs d'agonistes AHR, effectuer des essais cliniques chez des patients Mickey. Donc ça, c'est la start-up que nous avons créée avec Harry Sokol et Patrick Gervais, qui est dirigée par Benjamin Hadida, et on est également conseillé par Michael Chekroun. Donc l'objectif, c'est d'utiliser des micro-organismes intestinaux comme probiotiques de nouvelle génération pour prévenir et guérir des maladies humaines et animales.
Et donc tout ce travail a été mené au niveau du laboratoire. Et je tenais à vous dire aussi que les travaux qui ont mené à l'identification des déficits en agonistes AHR chez les souris CARD9 ont permis à Harry Sokol de décrocher un ERC. Donc là, c'est tous nos sponsors. Et je voulais vous remercier de votre attention.